n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre et Luc Dardenne. Lors de la sortie de 2 jours, 1 nuit, nous avions longuement évoqué la carrière déjà incroyable des inséparables frères. 3 films plus tard, ce sont les cinéastes les plus récompensés de l'histoire du Festival de Cannes que je retrouve autour de leur nouveau film Tori et Lokita. Et cette fois, je vais tenter d'aller plus loin avec eux, de comprendre à travers ce dernier film comment ils arrivent à creuser toujours plus profond leur langage cinématographique. Le cinéma des frères Dardenne est de ceux qui comptent à travers le monde. Il s'inscrit durablement dans son histoire. Un peu partout, il fait l'objet de commentaires, d'études et surtout, il inspire de nombreux cinéastes. Une chance donc que je saisis pour cette rentrée, la 10e, de Home Cinéma. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Luc, Jean-Pierre. Bonjour. Je vous reçois avec grande joie et bonheur pour votre nouveau film. Tori et Lokita, qui a été célébré à Cannes par un prix très spécial. C'est l'histoire de Tori et Lokita, donc qui sont pas des vrais de frères et sœurs, mais en même temps qui jouent à être frères et sœurs devant l'administration belge, simplement pour bénéficier de papiers, pour avoir leur papier le plus rapidement possible. Et ils survivent dans un monde très noir. Un monde de corruption, un monde de profit et un monde terriblement qui peu à peu dans lequel ils résistent. Lokita, réveille-toi. Lokita. Oui, j'arrive. T'es sûr que vous ne voulez pas manger avant de partir? Bon, ça va. Toi, retour à 22h. Hein. Oui. Tu as dit que c'était dans cette école que tu avais rencontré ton petit frère. Oui. Il a été abandonné à sa naissance, tu l'avais jamais vu. Comment as-tu su que c'était lui? Je vous jure que c'est ma sœur. Sans elle, j'étais mort. Pourquoi moi j'ai mes papiers et elle peut pas les avoir? C'est un film de rupture. Vous revenez à l'essence de votre cinéma, en tout cas celui qui vous a fait émerger. Donc un cinéma brut, cru. Qu'est-ce qui a fait que vous reveniez à un cinéma guérilla, un cinéma au point? Notre film est en partie un film de dénonciation. C'est un film sur une amitié aussi, mais c'est aussi une dénonciation de conditions que vivent les jeunes exilés mineurs en Europe, pas seulement en Belgique. Et quand on a lu des documents disant que plusieurs centaines de mineurs disparaissent chaque année en Europe, on ne sait pas où, c'est quand même quelque chose de terrible dans une démocratie où on est quand même visible en tant que sujet de droit, qu'on disparaisse dans des pays où la protection de l'enfance existe. Le film reprend une esthétique qui vous est chère, celle du début. Et c'est une esthétique qui est beaucoup plus tranchée que lors des derniers films où vous étiez beaucoup plus en retrait. Oui, il y a une espèce peut-être d'âpreté dans le film. Et on a essayé aussi d'être le plus simple possible, de ne pas sursignifier, surligner les choses et de faire confiance à nos 2 personnages, à Tori et Lokita. De ne pas trop mettre en scène et d'être avec eux, tout simplement, le plus simplement possible. Et d'être avec eux tout le temps, tous les 2 ensemble. Chaque fois qu'ils sont dans le même endroit, on a tout est organisé, si je puis dire, tout est mis en scène pour que chaque fois qu'on en est un, on a l'autre, en même temps, tout le temps, tous les 2. Je vous ai amenés tous les 2 jusqu'ici. Tu dois payer. Ma mère en a vraiment besoin. Donne tes 100 € à Justine. T'inquiète, va, il y en a 10. J'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que t'arrêtes l'école. J'arrêterai pas. Je t'ai dit que dès que j'aurai mes papiers, je ferai la formation d'aide ménagère. J'ai l'impression qu'ici, c'est votre film le plus noir, le plus désespéré. C'est vrai que les conditions dans lesquelles ils sont dures. En plus, c'est parmi nos personnages les plus démunis. Oui. Ils n'ont pas de famille. Ils sont pas dos au mur. Ils sont au milieu. Ils sont seuls au monde, exactement. Mais il y a ce que nous, on filme, ce qui a mis en route notre envie de filmer, c'est leur amitié. Donc maintenant, avec mon frère, on va vous chanter une chanson italienne. Et mon micro? Il est là-bas. On a voulu faire exister une amitié entre 2 personnages, ce qu'on n'avait jamais fait. Et c'est ça qu'on raconte, c'est comment cette amitié peut, à certains moments, être la plus forte, peut leur permettre de surmonter des obstacles, peuvent leur permettre de prendre du plaisir, de s'amuser, de chanter, parce que la chanson est une espèce de fil rouge à l'intérieur du film. Quand on est arrivé en Sicile, il y a eu une femme, Paola, qui venait nous voir dans notre centre et elle nous a appris une chanson de chez elle. Mais ce qui nous a mobilisés, nous, en tant que cinéastes, c'est le fait de filmer l'amitié entre 2 personnes. Alla fiera dell'est, per 2 soldi, un topolino
sur le choix des acteurs qui interprètent, qui incarnent Tori et Lokita. Une question toute simple qui m'a traversé l'esprit quand j'ai vu le film. On voit qu'ils sont du terroir, on voit qu'ils sont du coin, alors qu'ils sortent du bateau. Je me dis pourquoi est-ce que vous n'avez pas été en Sicile chercher des gamins qui venaient vraiment du Bénin, qui sortent du bateau vraiment, quoi. Ça, c'est du réalisme qui n'est pas le nôtre. C'est pas notre réalisme, ça. Comme la parole, comme le langage, la langue qu'il parle. Dans les gens qu'on a castés, qu'on a rencontrés pour le petit Tori, par exemple, il y avait des gamins qui étaient dans des centres avec leurs parents et qui sont venus. Et il y en a un d'ailleurs qui était bien, mais un petit peu trop. Pour le personnage de Tori, il était un peu rond. On ne le voyait pas vraiment comme ça. Ce qui nous a décidé à choisir, par exemple, Joélie pour jouer le rôle de Lokita, c'est qu'elle a encore un côté enfant. Malgré que c'est une femme, c'était aussi un enfant. Parce qu'on avait d'autres filles qui étaient bien aussi. Mais dont, quand on les voyait et quand elles jouaient, on sentait qu'elles avaient une expérience de la vie qui n'était pas intéressante pour nous. C'est ça qui nous intéressait, nous. Que Lokita, on sente que c'est une fille, elle a gardé une espèce de naïveté, elle n'a pas une carapace, elle n'est pas cuirassée, malgré toutes les choses qu'ils ont vécues. C'est ça qui nous intéressait chez Joélie, quand nous on a choisi. Nous, on a fait le pari qu'il n'y avait pas besoin que les jeunes qu'on allait choisir aient vécu cette expérience. Parce que, par exemple, pour reparler du passé, Rosetta, parmi les filles qu'on a castées, il y en avait une qui vivait la vie de Rosetta. Dans sa vie de tous les jours, on a compris que cette fille, c'était une Rosetta dans la vie de tous les jours. Mais elle était cassée. Dans la vie de tous les jours. Mais la vie de Rosetta l'avait tellement cassée qu'elle n'aurait pas pu donner existence à une Rosetta dans un film. Et non, Émilie. Non, bien sûr. C'est Émilie Rosetta, qui était une petite jeune fille de Chièvre, qui était à l'école, qui était une bonne étudiante. Très bonne. Par la force de son travail, de son talent, arrive à un moment donné à avoir cette densité, cette présence qui permet de te dire, oui, eh ben voilà. Oui. Là, cette fille va donner vie à Rosetta. Lâche-moi. Lâche-moi. Pourquoi t'as fait ça? Souvent, quand on parle de vous, on parle forcément de cinéma social, bien que je ne le pense pas, absolument pas. Je pense qu'ici, il y a vraiment l'empreinte ou le compagnonnage de Pasolini. Je trouve que c'est un film très pasolinien. Arrêtez-moi si je me trompe. Je veux dire, il n'y a pas la présence de Dieu. Dieu, c'est l'autre. Dans un monde qui est dévasté, misérable, en perdition. Et cette espèce de sacralité, en fait, de la vie. En tous les cas, comme tu dis, la sacralité de la vie et cette amitié profonde, ce soutien profond, où chacun aide l'autre quand l'autre ne va pas. Voilà. Et le corps du petit, de Tori, qui est un corps qui bouge, qui saute, qui échappe, qui va dans les chicanes. C'est un corps d'aventure. Et on se dit qu'il va résoudre les choses. Et elle qui est là, qui souffre. Si je puis, en parlant de Pasolini, dire son corps est plus christique. C'est un corps souffrant. Chaque fois que tu dis je veux, tu reçois ça. Il y a toujours cette dimension presque tragique chez vous, mais c'est la première fois. Ici, elle est implacable. C'est la première fois que je la vois aussi apparente. C'est sûr que cette dimension tragique est là. Et parce que la tragédie, c'est quoi? C'est une nécessité impossible. Mais c'est nécessaire ce qui arrive. Et pour toi, c'est pas possible. C'est inadmissible, c'est impossible. On ne peut pas admettre ce qui arrive à un enfant. Tu veux de faux papiers? Je te trouve direct une solution. Maintenant, tu discutes. On pourra au moins se voir le dimanche. Non. Et comment on va faire pour envoyer de l'argent à notre maman? C'est pas mes clair, allez-y. On parle beaucoup de votre méthode et j'ai l'impression qu'à force de parler de votre méthode, ce qui intéresse tout le monde, en fait, votre méthode, ça devient presque un automatisme et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous chipote là. Il y a quelque chose que vous avez envie En tout cas, vous avez cette vivacité de lui tordre le cou. Je sais pas, j'ai l'impression que vous vous débattez dans un truc. On est fort travaillé par la manière de filmer l'impossibilité de commettre le meurtre. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Et qu'ici, il apparaît possible et effectif. Comme destin, justement. Et ça, c'est peut-être la première fois. C'est aussi parce que le meurtre n'est pas commis par un de nos personnages principaux. Sans doute, ça a joué un rôle dans le fait qu'on accepte qu'un de nos personnages meurt.
Parce que ça, c'est difficile pour nous d'accepter ça. Oui, On veut qu'ils vivent jusqu'au bout, qu'ils s'en sortent, qu'ils fassent ci, qu'au trou. Et là, comme dit Jean-Pierre, à un moment donné, on s'est dit attention, parce qu'on devient plus qu'angélique, on devient maladroit, idiot, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, on essaie de faire survivre quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a mis en place. Parce qu'on a mis en place un destin tragique. Il faut aller jusqu'au bout. Tout à l'heure, tu parles de Pasolini, mais moi, le destin que j'aime voir, c'est chez Fritz Lang. Il y en a où c'est très... Mais c'est un moraliste, Fritz Lang. Mais nous aussi. J'aime bien comment il construit le destin dans ses films, envers et contre tout. Et les personnages y échappent et ils y collaborent en même temps. Et parfois, c'est très évident, parfois, ce l'est moins. Mais cette notion-là, ici, de destin, elle est très présente. Oui. Rosetta, on a toujours pensé qu'elle pouvait échapper à son destin qui serait de tuer Riquet, de supprimer son adversaire pour avoir le boulot, prendre sa place et tout. Parce qu'on avait écrit un scénario où elle le faisait. C'est complètement dostoïevskien, quoi. Voilà. Et ici, on s'est dit, bon, ben, là, il y a un destin, il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu penses de mon idée de voler de la drogue? J'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que t'arrêtes l'école. J'arrêterai pas. Je ferai ça vendredi soir, après le travail pour Bettim. Et tu vas la vendre à qui? Au videur de la boîte de nuit qui n'aime pas Bettim. Et s'il parle? Je lui vendrai pas cher. Il parlera pas. Vraiment, notre obsession, quand on met en scène, quand on répète et tout, c'est d'être le plus simple possible pour que ce Tori et cette Lokita existent, soient le plus présents possible. Comment en fait On a cette ambition immense, démesurée, orgueilleuse, de faire que nos personnages soient des personnes. Tu veux du riz au lait? Oui. C'est quoi ton code? 21,80. Ça marche. Fiera dell'Est, per 2 soldi, un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'Est, per 2 soldi, un topolino mio padre comprò. Je reparle de la méthode sans vouloir en faire un système. Mais nous, ce moment, ces 4-5 semaines que nous avons avec les acteurs, on les regarde. Et ici, on fait beaucoup, parce qu'ils n'avaient jamais joué, aucun des deux. Normalement, tu vois, Gourmet avec Jérémy, quand Jérémy a 13 ans, Cécile de France et le petit Thomas, bon. Donc, on était avec eux et on jouait, c'est-à-dire la première fois, notre méthode a changé d'ailleurs, pendant ces répétitions, c'est que nous-mêmes, on faisait les scènes. Pour montrer, c'est très dangereux de faire ça. Mais pour dire, voilà, toi, tu tombes comme ça, hop, puis voilà, là, on garde un silence, on compte jusqu'à 5, et puis hop, tu fais. Et puis, il fallait qu'ils reprennent ça, eux. Et ils avaient le sens du rythme, évidemment, on avait senti que c'était des vrais acteurs. Hein. On se disait, pourvu que tout se passe bien, et pourvu qu'ils tiennent, parce qu'on fait des plans de 6 minutes, des plans séquences, donc il faut se retourner, attendre, que l'autre... Bon. Et c'est ça qu'on cherche, et on a supprimé des dialogues, on a rajouté quelques dialogues, parce qu'ils proposaient des choses très justes, plus justes que du scénario, et puis des silences aussi. Donc on a été fort ouvert là aussi. Mais par exemple, plus ouvert. Est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous savez intellectuellement, je veux dire, que vous allez revenir à un cinéma beaucoup plus rentre-dedans? Et par exemple, sur les derniers films, bon, peut-être pas le Jeune Ahmed, parce que le Jeune Ahmed, c'est déjà un peu plus engagé, mais sur les précédents du Jeune Ahmed, les trois précédents, vous êtes beaucoup plus large, vous êtes beaucoup plus ample, vous laissez l'espace vivre. Pour Lorna, par exemple. C'est ça, Lorna ou même de jour et nuit. De jour et nuit. Mais là, on est tout le temps dans des situations de dialogue. Donc, Luc, est-ce que vous avez préalablement l'idée, ou alors ça vient pendant les répétitions? Vous dites, on va être engagé. On avait l'idée déjà d'être, comment vais-je dire, plus brutal. C'est-à-dire d'avoir une matière plus brute, moins construite. Même si on partait avec des acteurs qui n'avaient jamais travaillé, que c'était assez angoissant pour nous à cause de ça. Mais on avait déjà au départ l'idée entre guillemets, de partir avec eux, d'être avec eux, de foncer avec eux. Voilà. Et en même temps, on sait aussi, dans les scènes de cuisine, il faut construire. Parce que là, c'était un peu plus complexe, parce que là, c'est un autre espace où il y a la cuisine et eux deux qui sont là ou là. Mais enfin, et il faut que notre caméra puisse... Ouais.
comme on voulait. Donc là, c'est 360, quoi. Voilà. Et c'était plus complexe, parce que c'est très petit aussi. Hein. Et donc, en même temps, on aurait pu dire, oui, mais attention, le personnage qui passe, là, il bouge. Ben non, on s'en est foutu, comme on s'en foutait dans Rosetta, dans Le Fils et tout. On a été, voilà, on a moins, entre guillemets, construit. Moins composé. Le gâteau. Cache-toi en dessous du lit. Souvent, vous dites cadrer, c'est cacher. Et en fait, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire quand vous dites ça. Cadrer, c'est cacher. On ne part pas de ce qu'on veut montrer, on part de ce qu'on ne veut pas montrer. Si je puis dire, Oui, je t'en prie. ça raconte un peu notre histoire de cinéaste. Au départ, nous, le cadre, on vient du théâtre. Le cadre nous apparaissait comme une scène, un vide. On se dit comment on va faire entrer les personnages, même si c'est par en dessous, par au-dessus, par en dessous. Comment? Mais le cadre est vide. Et puis, c'est à la promesse, au moment où on fait la promesse, qu'on se dit non, le cadre, il est plein. Il y a un corps, là, on ne sait pas très bien comment il est, couché, debout, on ne sait pas bien. Mais en tous les cas, il y a une masse corporelle, une masse de chair. Et nous, on va reculer, on va faire bouger le corps pour trouver un vide et faire apparaître une forme. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on veut faire apparaître ou ne pas faire apparaître. Ça ne veut pas dire que c'est toujours caché qui fonctionne. Parfois, il y a des choses qu'il faut montrer. C'est bien sûr lié au hors-champ, mais c'est pareil. Je ne sais pas, ici, dans ce film-ci, dans leur corps, on voulait... et puis je te laisse parler, tu allais dire quelque chose. Mais le fait qu'on les mette ensemble, enfin, qu'on la mette seule, début du 4, seule, face à son observatrice qu'on ne montre pas, on la cache, si tu veux, d'une certaine façon. Tu as dit que c'était dans cette école que tu avais rencontré ton petit frère. Oui. Mais pourquoi on fait ça? C'est notre point de vue. Peut-être que c'est pas ça qui passe chez le spectateur, que bon... Nous, on se dit, cette fille est filmée dans un cadre photomaton, identité. Si on fait un contre-champ, on perd le fait qu'elle est réduite à être sa carte d'identité, qu'elle n'a pas. On commence à raconter, quoi. On commence à raconter. Donc on dit, on la met, on cache l'observatrice et on filme Lokita prise dans un cadre identité. Il a été abandonné à sa naissance, tu l'avais jamais vu. Le fait de cacher quelque chose, enfin, il ne faut pas que ça devienne un système, mais ça crée aussi, par rapport au film, par rapport à la manière dont on raconte cette histoire, ça crée la tension, ça crée une tension. Et que si on ne montre pas tout de suite quelque chose, si on arrive à attendre un peu, ça crée aussi chez le spectateur le désir de voir cette chose. Et c'est quand même ça aussi, être spectateur d'un film. C'est aussi avoir des attentes satisfaites et pas tout le temps directement satisfaites. Un peu, un peu avec des délais. Et c'est dans ces délais aussi que le spectateur... Enfin, que ça travaille dans l'imaginaire du spectateur, que ça crée des hypothèses, des suppositions. Comment je vais faire, moi, pour appeler mon frère? Tais-toi, ferme la porte. Chaque fois que tu dis je veux, tu reçois ça. Bétim, tu m'entends? Pourquoi moi et mon frère, on peut pas se parler au téléphone? Elle est où, Lokita? Faut pas jouer au malin. Je joue pas au malin. Lokita! On reste ensemble. C'est toujours comme ça qu'on s'en est sortis. Et je reviens à cette histoire de simplicité qui nous obsède vraiment à cause des films qu'on a fait avant. Et évidemment, on n'est pas lucide soi-même de ce qu'on fait, mais que notre manière de travailler, la manière dont on travaille, ce qu'on essaie d'obtenir et tout, le fait d'être obsédé aussi à deux, le fait d'être à deux, je pense, ça aide pour ça, que ça ne devienne pas un système, une prison, que cette simplicité n'est plus simple, ça devient de la simplicité construite. Et comment faire pour retrouver une simplicité simple, si je puis? Eh bien, il nous a semblé que c'était cette espèce de brutalité, si je peux employer ce mot brutalité, de ce film-ci. Enfin, son âpreté, je dirais, plus que sa brutalité. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là. Je souhaite le meilleur au film. Hein. Merci. C'est bien Merci. parti.
Donc, Merci un pour grand ton merci à tous les interview, deux. ton entretien. Merci. Merci à vous deux, vraiment. Merci. À très vite. À très vite. En droite ligne, la vie? Plutôt liquide et déroutante cette semaine dans les salles. Illusion, inspection, évasion, suspicion, marathon. Attention, rentrez sous haute tension. Ik denk dat ik iets stoms heb gedaan. Waarom zou ik bedreigd worden? Gezien de band van uw familie met En van Congo. de uwe? Schelfhout is nog altijd een naam in Congo. Alors nous sommes tous complices. Non, pas tous, puisque Marie Ving mène l'enquête dans les eaux troubles de la mafia. Comment tu jettes donc? Comment ça va? Tu restes avec moi aujourd'hui? Non, je peux pas, mon cœur. Вы обвиняетесь в распространении детской порнографии в интернете. Не может быть. Не может быть. Tout le dossier est constitué de faux plus ou moins grossiers. Compromettre? Pourquoi contre Mathieu? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Слушай, тебя посадят в тюрьму, тебе дадут 10-15 лет. Ты пропадешь. Condamné à tort par la justice russe pour un délit qu'il n'a pas commis, La seule solution, c'est de vous rendre aux autorités russes. Gilles Lelouch n'a plus qu'une seule issue, s'évader. Mais je suis innocent, bordel! C'est quoi ça? Ça, c'est le futur. L'apocalypse menace la Terre. Pour la sauver, il faut modifier le présent et retourner dans le passé pour rectifier le cours des événements. Prêt pour un voyage dans le temps? You left me with all of our problems. You've been hiding. I'm not hiding. Did you even lose your passport? No. What are you doing? What are you doing? La vie, c'est comme un puzzle, mais Tim Ross aurait bien envie de changer l'ordre des pièces qui composent le sien. Just come home. Au feu les pompiers, il y a la ferme qui brûle. Vous avez l'air de bonne humeur aujourd'hui, ça vous va drôlement bien de baiser un bon coup avant de venir bosser. C'est le péteux que tu veux. Attention, hein, prends pas le melon, tu vas faire péter ta mise en pli. Choupette! Oh, merde! Qui peut me résumer la guerre froide? Vous êtes nouvelle? Je travaille à la police judiciaire. Vous le connaissez? Je commence à en avoir marre! Ce qui serait bien, c'est que tu t'en ailles. Et j'ai pas envie de finir en prison à cause de toi. Parce qu'il y a un flic qui se pointe, tu balises. Ici, un prof d'histoire devait planquer un braqueur complètement barge. Sorry for the mess. Oh, it's nothing. It's gonna get much worse. Famille hollandaise cherche famille danoise pour vacances idylliques. This is the life. Huh? Parents violents s'abstenir. He's only a child, for Christ's sake. You can't talk to him that way. What is wrong with you? So many things have felt so wrong. Because we do things differently.